Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de deep working. Qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, tout ça, à la fin de ce podcast, vous serez incollable sur le sujet. Commençons donc par le duel des opposés, à savoir le deep work versus ce qui est souvent fait en entreprise, à savoir le multitasking. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour la définition, mais j'aimerais d'abord commencer ce podcast par une expérience un peu personnelle. En fait, j'ai animé le 17 novembre 2021, donc l'année dernière, une conférence avec le docteur Aude Ménager sur l'hygiène numérique. Et pour la préparer, j'ai comme d'habitude fait des recherches et je suis tombé sur le livre du professeur Calvin Newport qui s'appelle Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World. Ce jeune et productif professeur du MIT a mis son expérience de deep worker à notre service. Alors je me suis rendu compte que j'ai moi-même des progrès à faire sur le sujet et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager cette expérience avec vous. Et commençons d'abord par la définition du deep work. Il s'agit d'une activité avec une concentration intense et donc une productivité maximale. A l'inverse, notre société et beaucoup d'entreprises poussent à la communication rapide, à la présence active sur les réseaux ou au multitasking, donc le multitâche, autrement dit faire plusieurs choses à la fois. Faire plusieurs choses à la fois, c'est en fait un abus de langage, puisqu'en fait, notre cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va souvent enchaîner des petits morceaux de tâches les uns après les autres et revenir aux tâches qui ne sont pas encore terminées. Donc en gros, on enchaîne plein de petites tâches et donc notre attention se focus sur plein de petites tâches, même si elles sont différentes. Ça reste pas deux choses à la fois en fait, puisqu'on est obligé de porter notre attention principalement sur l'une ou sur l'autre, et donc on peut pas être complètement focalisé sur deux choses à la fois. Alors, le problème avec ça, c'est que c'est hyper fatigant pour le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça impacte négativement sur la productivité et sur le bien-être. Pourquoi alors il y a autant d'entreprises qui utilisent encore ce type de stratégie comme étant la norme ou le fonctionnement de base? Tout simplement parce que c'est plus facile d'avoir l'air occupé, ou de l'être vraiment, à faire des choses secondaires ou superficielles par exemple, que de mettre toute notre attention dans le deep work. Les professionnels ont l'impression d'avancer parce qu'ils cochent des choses simples avec une to-do list, et les managers sont contents parce qu'ils voient que les gens sont présents, investis, réactifs. Tout ceci, c'est ce que le professeur Newport appelle un simulacre hautement visible de progrès. Alors, pour éviter ça, évidemment, on va voir quels sont les pièges à éviter pour limiter, on va dire, les soi-disant avancées, sachant qu'en réalité, elles ne sont pas présentes. Alors, premier problème, les galères du monde où le tout internet est roi. Et oui, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, on est dans une société qui amène une culture qui s'appelle la technopolie, qui est un concept de Neil Postman qui date de 93, où en fait tout ce qui est en lien avec la haute technologie, avec Internet, est par essence positif et accessible à tous. Alors, quand on regarde la réalité, les ravages que ça peut faire, les addictions et les comportements sur les réseaux sociaux, la pornographie ou les paris en ligne, ça laisse songeur. D'ailleurs, je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur les addictions sur le numérique, je vous le mettrai en description. Alors, nous retrouvons ces fameux réseaux sociaux en tête de liste des piégeurs d'attention. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont designés, ils sont programmés pour rendre addicts, pour faire passer le plus de temps possible sur la plateforme, pour mieux collecter les données sur vous et les revendre au plus offrant. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est fun, c'est marrant, c'est sympa, il y a moyen de faire des discussions avec des gens qu'on apprécie, mais le problème, c'est qu'en termes d'efficacité, c'est la catastrophe. En gros, l'idée, c'est de limiter un maximum ces réseaux sociaux-là parce qu'ils ont un massif pouvoir de destruction, notamment de votre productivité. Donc, pour éviter cet élément un peu négatif, ou complètement si on est addict à ça, je vais essayer de vous donner non seulement les distracteurs, les principaux distracteurs qui pourrissent votre productivité, donc bien sûr les réseaux sociaux, mais pas que, parce que vous allez voir, il y en a un peu dans notre vie quotidienne. Alors, les premiers, je vous en disais un mot, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Vous doutez bien que plus on y passe de temps, moins on est concentré sur ce qu'on fait. Et en plus de ça, on a tendance à regarder les notifications qui vont avec. Ça, c'est un des éléments qui va le plus vous perdre si vous les maintenez accessibles. Par exemple, si vous avez toujours votre téléphone ou votre appareil numérique connecté, avec les notifications qui arrivent, avec des bruits, des sons ou des vibrations, dès qu'il va y avoir un
ou plusieurs mails ou notifications, boum, votre attention va être piégée et vous allez avoir envie d'y aller. Donc ça, c'est problématique. Ensuite, je vous parlais des mails, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui fait partie de notre vie professionnelle maintenant dans beaucoup de catégories. Il y a aussi les interactions avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques, les gens, les clients, les patients, les partenaires. Voilà, toute la vie relationnelle qu'il peut y avoir en entreprise. Vous avez aussi l'organisationnel. En gros, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai une réunion? Est-ce que c'est obligatoire d'aller faire des déplacements professionnels, etc. On a bien entendu les tâches administratives et en plus les applications, les jeux, les petites choses qui nous distraient, qui nous font plaisir. Et bien sûr, les choses non nécessaires dans le monde du travail, à savoir les achats plaisir, le grignotage, mais aussi, tout simplement, les besoins naturels. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, c'est bien beau cette histoire, mais une bonne partie de la liste, en fait, ça fait partie du taf. C'est pas possible de l'enlever. Et vous auriez raison. Et ce que nous dit le professeur Newport, c'est que, évidemment, on va pas l'enlever, mais par contre, on va essayer de mieux organiser son temps. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie du podcast, avec les 10 conseils pour être un pro du deep work. Alors, pour commencer, tout dépend du type d'emploi que vous avez. Clairement, les principes que je vais proposer sont valables principalement pour les personnes qui bossent dans le tertiaire, donc le commerce, les services, l'action sociale, la communication, etc. Pour ceux qui sont dans les autres métiers, ça va être plus difficile. Donc, concernant justement les personnes qui travaillent dans le tertiaire, voilà ce que vous pouvez faire pour pouvoir maximiser votre efficacité. Première chose, dans le deep work, c'est de choisir précautionneusement vos objectifs. Le deep work, c'est uniquement efficace si les objectifs derrière valent le coup et vous apportent une vraie avancée dans votre vie professionnelle. Alors ça, c'est hyper important. Les objectifs, quand vous prenez du temps de deep work, ça ne doit pas être pour faire des petites tâches annexes. Ça doit être sur les gros dossiers, sur les choses qui valent le coup. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'intégrer le deep work à votre emploi du temps. C'est-à-dire définir des blocs entre 1 heure à 4 heures par jour, par exemple, où vous allez uniquement vous baser sur les sujets les plus utiles, les dossiers les plus difficiles, les plus profonds, ceux qui vous demandent le plus d'attention et de ressources. Une fois que vous avez intégré ces deep work à votre emploi du temps, la troisième chose, c'est de routiniser. En gros, plus vous y mettrez tous les jours, plus ce sera quelque chose d'automatique, moins ce sera difficile de s'y mettre. Parce qu'au départ, vous allez voir, ça peut être compliqué de se focaliser pendant 2 heures uniquement sur des tâches assez demandeuses et fatigantes. Quatrième chose, ritualiser le début de la période. Comment est-ce que vous pouvez rendre agréable, avec des petits amorçages, cette session de deep work? Vous pouvez vous préparer un petit thé, ou vous dire un mot d'encouragement, vous faire une petite marche de détente, et bien sûr, vous prévoir des pauses au milieu. Par exemple, si vous prenez 2 heures de deep work, faire une pause au bout de 50 minutes à 1 heure, voilà, une pause qui va vous permettre non pas de plonger dans les réseaux sociaux, parce que ça, clairement, c'est un distracteur, mais de vous étirer, de vous lever, de respirer tranquillement. Ensuite, 5e élément, c'est de choisir un lieu hyper isolé. En tout cas, le plus isolé possible de vos distracteurs. Et si vous avez justement du mal à vous mettre dans votre lieu de travail habituel, par exemple ceux qui sont en open space, eh bien, il faut vraiment essayer de sortir de cet environnement besoin pour ces temps-là, entre 1 et 4 heures, essayer de trouver autre chose, soit un bureau de libre, soit sortir même en dehors de votre entreprise si vous avez besoin. Ensuite, 6e élément, les règles. Les règles du deep work. Un exemple, 2 heures de deep work, sans internet, une pause de 10 minutes, une sieste à la fin de la première heure. Voilà, je vous ai donné quelque chose d'assez précis. Votre objectif ici, c'est vraiment de déterminer, de construire vos modules de deep work de manière très précise pour à la fois ritualiser, mais aussi pour vous donner en fait une bonne visibilité sur ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Ensuite, 8e point, mettez en place un suivi visuel de vos heures de deep work. Un tableau Excel visible dans votre espace de travail, alors soit devant vous sur l'écran, soit quelque part de manière construite, mais il faut que ce soit visible les moments où vous vous mettez à bosser de manière assez intense. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une récompense tout de suite en disant « Ouais, j'ai fait ma période de deep work ». 9e point, accordez-vous des pauses régulièrement. Pour vous permettre d'être à fond, il faut absolument que vous puissiez récupérer. Mais ce sont des pauses neuronales, c'est-à-dire des moyens où vous allez vous relâcher. Tout ce qui est téléphone, mail, réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est les siestes, c'est la méditation, c'est la relaxation, c'est la marche tranquille.
du dessin, voilà, des choses qui vont vous libérer, qui sont en dehors de ce qui vous prend la tête. 10e et dernier point, ça va être travailler sur vos capacités à vous concentrer sur le quotidien. Plutôt que dans votre file d'attente, dans les toilettes, dans la vie quotidienne, quand vous avez envie d'aller sur votre téléphone par exemple, très classique, il faut absolument résister à la tentation. Habituez-vous à résister, à vous entraîner. Parce que plus vous prendrez le temps de vous focaliser sur vous-même, sur vos idées, votre corps, ou tout simplement sur des techniques de relaxation, eh bien plus ce sera efficace, plus vous musclerez votre capacité à être focalisé et être en deep work. Voilà, ça conclut l'article en question. Évidemment, vous pouvez m'envoyer vos retours sous les commentaires. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. Et évidemment, si vous avez besoin de conseils plus précis pour deep worker efficacement, vous pouvez nous contacter sur les coordonnées que vous connaissez maintenant. Je vous souhaite de deep worker fort et de prendre soin de vous au quotidien.